Salut les ombres, ici Art et bienvenue pour ce nouvel épisode des ombres LGBTQ+. Je suis accompagné aujourd'hui de mes deux coéquipiers, mes gars sûrs, deux personnes incroyables, Bueno et Yuri. Coucou, c'est Bueno, bienvenue. Coucou, c'est Yuri. Bienvenue, les gens. Aujourd'hui, nous recevons pour ce thème sur la santé mentale le L, le T et le G des lettres de noblesse. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Makoumez et Kayla qui nous partageront leur expérience. Et vers la fin de cet épisode, nous recevrons Tima, une psychologue clinicienne travaillant avec des personnes racialisées et LGBTQI+. Hello tout le monde, moi c'est Makoumez, j'ai 22 ans, petite dernière d'une famille assez nombreuse de 5 enfants. Je suis haïtienne guyanaise, je vis en Guyane, je suis née et j'ai grandi en Guyane. Vivant dans une famille assez religieuse et je ne suis pas religieuse, je suis lesbienne. Hello, c'est Kayla, j'ai 32 ans. Je vis à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Je suis la dernière de 4 enfants et ma mère est chrétienne, pratiquante, donc je suis issue d'une famille très religieuse. Merci beaucoup à toutes les deux de participer à cet épisode et bienvenue. Quand on parle de santé mentale, c'est quelque chose à laquelle chacun peut plus ou moins se sentir concerné, de près ou de loin. Et quand ça concerne la communauté LGBTQ et plus, précisément afro, africaine, afrodescendant, en tout cas cette couleur de peau qui nous lie. Et même si on peut être similaire dans certaines situations, toutefois nous n'avons pas les mêmes réalités. De par notre culture, notre environnement, notre localisation, et l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur nous au quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Makoumez et Kayla, qui nous partageons leur expérience sur la santé mentale. Donc, Makoumez, quelles sont les réalités pour toi, connaissant ton contexte actuel, d'où tu viens, qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire, lesbienne, de culture guyanaise, comment le vis-tu et quel impact mental ça a sur toi aujourd'hui? Alors, c'est assez compliqué d'être une femme noire, lesbienne, caribéenne, surtout venant d'une famille assez religieuse, assez très carrée et très homophobe à ce niveau-là. J'ai grandi, au début, j'étais une enfant normale, entre guillemets. J'allais à l'église, je faisais tout ce que ma mère me disait, tout se passait bien jusqu'à ce que je réalise que, en fait, je n'avais aucun intérêt pour les hommes, mais par contre, pour les femmes, c'était quelque chose d'autre. C'était vraiment quelque chose d'obsessionnel, entre guillemets, au début. Quand j'étais plus jeune, c'était « Ah, elle est trop belle !» Et du coup, en réalisant que j'aimais les femmes, ça m'a causé une sorte de dépression. J'étais dépressive, j'étais suicidaire, je voulais littéralement mourir parce que je disais que je n'étais pas normale, que tout le monde agissait d'une manière normale, parlait de garçons et moi, c'était zéro. Moi, je parlais pas de garçons, je ne les regardais pas. Et j'avais un intérêt particulier pour les filles. Du coup, j'ai vécu jusqu'à ce que j'aille au lycée. Jusqu'à mes 15 ans, j'étais très malheureuse au niveau de ma sexualité. J'essayais de refouler, j'étais très dépressive. C'était quelque chose qui me faisait pleurer tous les jours. Quand je rentrais de l'école, quand j'étais seule avec moi-même, je pleurais énormément. Et je cachais, c'était quelque chose que je cachais. Je n'en parlais pas. Je ne parlais ni à mes amis, ni à ma mère. J'étais seule contre ces idées noires, seule contre mes problèmes d'adolescente. C'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, je vais mieux parce que j'ai compris que peu importe ce qui se passait, j'allais pas changer pour autant, que ça allait rester comme c'est. Mais sinon, pour vivre ma sexualité, je la vis disant que je n'en parle pas. Je n'en parle pas, même si tout le monde est au courant, tout le monde sait que voilà, je suis lesbienne, mais c'est quelque chose qui reste silencieux. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Vous voyez la tante qui vient avec sa colocataire tous les jours dans toutes les réunions de famille. Eh bien, moi, on va dire que je suis comme ça. Genre, pour le moment, je suis célibataire, mais on va dire que c'est ça. Genre, je vais venir avec ma colocataire, mais en soi, c'est ma compagne. Et personne ne va en parler. Tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. Du coup, disons que c'est assez compliqué de vivre cette partie de moi cachée, parce que j'aurais bien aimé quand même de parler de mes problèmes de cœur, parler de mes histoires d'amour avec ma mère, mes tantes, ma soeur, mais je ne peux pas en parler parce que si j'en parle, ça créera un froid et du coup, voilà.
Merci Makoumez. Pour toi, Keila, quelle est ton expérience en tant que femme transgenre africaine? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? D'accord. Euh, Avant de te parler, je vais essayer de partir dans mon enfance. Parce qu'à la base, être femme noire, trans et vivre en Afrique, c'est vraiment difficile. Voilà, parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, pratiquante. J'ai pas eu la chance d'avoir des sœurs. Je n'ai eu que des grands frères et j'ai vécu ma vie d'enfance comme un mec, voilà, un mec typique à la base. Et l'éducation en tant que femme trans, quand on me donne l'éducation des normes, ça détruit ma personne déjà, la personne que j'étais. Bien vrai que j'étais à la recherche de ce que je suis, de ce que j'étais, j'ai dû faire face à beaucoup de mépris, beaucoup de rejet, beaucoup de stigmatisation. Moi et mon jumeau, à cause de ma différence, ça a créé ce grand fossé-là. C'est mon jumeau, c'est le mec typique, cisgenre, qui aime les femmes. Mes deux autres grands frères, c'est pareil. Donc, j'étais la seule et la plus petite qui était différente. Donc, généralement, quand mes frères s'asseyaient pour les conversations, moi, j'avais rien à dire. Je ne pouvais pas parler parce que j'étais différente. J'étais tout le temps à l'écart. Et certains me disaient que c'est parce que j'avais des amies filles d'ailleurs que j'étais devenue très efféminée. Alors qu'à la base, depuis mon enfance, je sais que lorsqu'on nous distribuait des cadeaux, qu'on me donnait des jouets de garçons, je pleurais, je me plaignais parce que je ne me sentais pas dans le cadeau, le simple cadeau qu'on me donnait. Et quand j'ai grandi, c'était très difficile. Parce que aller à l'école, au lycée, étant très féminine, c'est très, 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 très difficile. Parce qu'il y a, il y a ce nouveau monde que tu découvres quand tu n'as pas encore perçu qui tu es. Il y a la violence que tu reçois de partout, des professeurs, des soi-disant amis qui sont avec toi, qui te traitent de pédé, qui t'insultent, qui te blessent au fait. Ça m'a détruit. Ça fait que j'aimais l'école, mais je détestais y aller parce que c'était comme si à chaque fois que je me réveillais, je me rendais à l'école, je partais en guerre au fait. Donc, j'ai tout fait pour terminer un peu vite mon cycle du lycée. Après le bac, malheureusement, j'ai perdu mon père. Et là, il fallait vraiment voler de mes propres ailes, jusqu'à ce que je puisse avoir 28 ans. Et tellement la stigmatisation était forte dans ma famille, j'ai décidé de mettre fin à ma vie parce que j'étais tout le temps frappée quand je sortais. Les Ivoiriens, les Africains, quand ils ne connaissent pas une chose, ils réagissent très violemment, surtout quand tu es différente. Et moi, c'est cette différence, pardon, là, qui était ma particularité, mais eux n'acceptaient pas. Donc, généralement, quand je sortais, j'étais battue, je vous dis battue à 100, battue au point où je me demandais, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois jumeau et que c'est moi, je sois celle qui soit aussi différente? Imaginez-vous que je sorte, je pars travailler et quand je rentre, les forces de l'ordre m'arrêtent. Ils me demandent, tu es une femme ou un homme? Je leur dis, je suis un homme. Et ils me prennent, ils m'envoient à 5 kilomètres de la ville, hors de la ville, en brousse, et ils me battent à 100. Ils me déshabillent et ils me filment. Ils me traitent de maudit. Ils disent que c'est moi qui emmène la malédiction sur leur pays. Vous voyez le poids de cette chose-là dans ma vie. C'était tellement traumatisant pour moi que quand je suis rentrée, mon blessure à ma mère. Parce que si ma mère voyait les blessures, qu'elle me demandait qu'est-ce qui se passe, que je lui explique, elle sera blessée. Donc, j'ai caché ces blessures, j'ai caché cette souffrance jusqu'au jour où elle sortait de la douche et elle a vu une grosse cicatrice dans le dos parce que j'avais perdu la chair au niveau du dos. Elle me dit, mais tu n'as jamais eu cette cicatrice. Et là, je lui ai expliqué. On a fondu en larmes. Elle me dit, mais pourquoi tu traverses ces moments difficiles et que tu ne me dis pas? Je dis, maman, tu m'as mise au monde. Normalement, tu es censée savoir que je suis très différente. Mais j'ai comme l'impression que les mères africaines le savent, mais elles n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas parce que pour elles,
En parler, c'est peut-être admettre. Donc, c'est tout ça qui m'a poussée à sortir du cercle familial. Parce qu'avec les frères, il n'y avait pas de communication. Quand je suis violentée, que je rentre à la maison avec des blessures, je regarde comme si je n'étais pas de la famille. Super, merci beaucoup, Kayla. Bueno, cher Bueno. J'aimerais soulever 3 points. Le premier concerne la thématique du suicide qui est évoquée lors de cet épisode. S'il y a une personne qui se sent mal à l'aise par rapport à cette thématique, je l'invite à arrêter la lecture et à la reprendre ultérieurement avec une personne de confiance. Le deuxième point concerne le terme transsexuel. Ce terme est très familier, mais elle se rapporte à une maladie mentale. Elle renvoie aussi à une hypersexualité supposée, à une fétichisation ou à une instabilité mentale des personnes trans. Sur le plan médical, il définit une personne ayant effectué une opération génitale. On les appelle aussi travestis, trabelots ou parfois même hermaphrodites. Donc ces termes sont aussi à bannir. Les transgenres ne sont pas fatalement homosexuels. Cela renvoie à une sexualité, mais alors que pour ces personnes-là, il est question de genre et pas de sexualité du coup. Le troisième point, l'expérience trans et l'expérience lesbienne nous sont quasiment tous étrangères totalement. Il est donc primordial de faire de la place ou juste de laisser ces personnes prendre la place qu'ils méritent au sein de notre société, en les écoutant, en les lisant ou en les regardant. Aujourd'hui, nous avons des plateformes de streaming qui offrent des contenus sur les thématiques de lesbianisme ou de transidentité. Il faut aussi maîtriser le vocabulaire qui est adressé à cette personne, maîtriser la question cruciale des pronoms. Donc, n'hésitez pas à utiliser les bons pronoms, à vous intéresser à vous, ces personnes-là, que ce soit au travail, dans votre famille, votre entourage. Ça fait toujours du bien de se sentir considéré, qu'on soit gay, bisexuel, homosexuel, lesbienne, transgenre, de leur donner la place. On n'a pas besoin d'accepter, d'avoir une validation en fait. L'acceptation, ça renvoie souvent à la validation. Alors que voilà, ce qui est important, c'est juste vivre ensemble. Donc c'était ce que j'avais envie de dire après ces mots durs de Makoumez et de Kayla. Merci, Bueno. C'était magnifique. Très beau message. J'espère qu'il passera. J'aimerais savoir à partir de quel moment exactement vous avez compris que vous étiez différent. J'ai compris très, très, très vite que j'étais différente. Je pourrais dire à l'âge de 5 ans. Donc, en 95, on était en vacances. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment différente de mon frère, j'étais différente des enfants de la maison. Et pour ta part, Makoumez? Pour ma part, je dirais 9 ans. 9 ans. J'ai compris que j'ai réalisé que c'était ça. Parce que bon, j'ai toujours été différente. J'ai toujours eu un intérêt pour les femmes, mais c'est à cette période-là que j'ai compris que c'était vraiment être amoureuse, entre guillemets, des filles. Merci les filles. Et quel a été l'élément déclencheur, c'est-à-dire qui vous a permis de réaliser cela? Est-ce que c'est une succession de choses et puis un jour, puis il y a eu comme un éclair dans votre tête pour vous dire, OK, là c'est bon, je sais que je suis différente. Ou c'est venu d'une manière vraiment tout d'un coup? Chez moi, le facteur déclencheur, ça a été déjà le fait que je n'arrivais pas à communiquer sur qui j'étais avec ma famille. Je n'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais. C'était l'un des points qui a fait que j'ai changé. En plus de cela, c'est le fait que les personnes aussi en uniforme m'aient battue. Ce jour-là, j'avais que 2 solutions. Soit je mettais fin à ma vie, soit je changeais et j'acceptais la femme que je suis en réalité. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait un moyen pour moi d'être en conformité avec la femme qui est à l'intérieur de moi, la faire transparaître vers l'extérieur. Donc, c'est à partir de 2018 que j'ai entamé cette procédure de transition. Donc, j'ai pris
mon premier traitement hormonal le jour de mon anniversaire, le 25 mai. C'est là que j'ai commencé ma transition. Makoumé, c'est bon de ton côté? Je pense que c'était mon premier bisou avec un garçon. C'était un accent vérité et on m'a dit d'embrasser un camarade de classe, chose que j'ai fait parce que c'était pour jouer. Et j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Limite, j'avais envie de vomir parce que ça m'a dégoûté à un point. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, les hommes, pas du tout, quoi. Pas du tout. Mais du coup, je pense que c'est vraiment mon premier bisou avec un garçon. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que vous avez toutes les deux évoqué le suicide, quelle a été la jauge de trop qui vous a fait penser à mettre fin à vos vies? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé là et comment vous avez vécu cela? Je pense que pour moi, c'est le jour où j'ai fait mon premier coming out, c'était en troisième. Mon premier coming out, je l'ai fait aux personnes qui étaient dans ma classe parce que je pensais que c'était mes amis. Et du coup, j'ai dit aux filles, aux personnes de ma classe du moins, parce qu'on était des filles et des garçons, mais plus principalement aux filles. Écoutez, les filles, je pense que je suis bisexuelle. J'ai dit bisexuelle, j'ai fait exprès de dire bisexuelle parce que bah, ça passait mieux. Le fait de dire que tu es bisexuelle, ça passe toujours mieux. Quand j'étais, surtout dans l'endroit où je vis, en Guyane, il y a beaucoup d'homophobie. Et du coup, le fait de dire que tu es bisexuel, ils se disent, ah, au moins, elle aime aussi les hommes, tu vois. Donc, ça va, ça passe. Si elle s'affiche pas trop avec des filles, ça passe. Et du coup, quand j'ai dit ça, je pensais que j'étais en confiance. Et bah, pas du tout. J'ai dit aux personnes de ma classe que j'étais bisexuelle. Elles m'ont dit, non, mais t'inquiète, c'est une phase. Ou alors, il y en a une qui m'a dit, mais en fait, c'est dégueulasse, etc. Et c'est ce mot-là, c'est dégueulasse, qui m'a fait me dire, qui m'a rendu extrêmement mal parce que j'étais déjà en train de me le dire personnellement. Je me disais ça tous les jours. Tous les jours, j'étais mal parce que je me disais que c'était dégueulasse d'aimer les filles. Tous les jours, je me sentais mal. Et le fait de voir qu'une amie à moi me le dise, ça m'a détruite. Et du coup, c'est ce qui m'a fait passer cette barre. Merci Makoumé. On t'écoute, Leïla. Moi, le facteur déclencheur, c'était le fait que j'étais très stigmatisée, discriminée par les membres de ma famille. Vous savez, arrivé à ce moment, ils n'ont pas besoin, tes parents n'ont pas besoin peut-être de t'insulter pour que tu comprennes que tu ne fais plus partie de la famille. Parce qu'à la maison, je n'avais droit à rien. Je n'avais pas droit à la parole. Je n'avais même pas droit à regarder la télé avec eux. Je n'avais pas droit à manger avec eux. Et toutes ces restrictions-là me faisaient réfléchir, mais attends, si mes propres parents, mon propre sang ne comprend pas ce que je vis, n'accepte pas qui je suis, mais à quoi bon? C'est mieux d'en finir et puis je serai en paix. Parce qu'au point où j'en étais, je me dis que la seule solution qui était la plus facile pour moi, c'était le suicide. Parce qu'il y avait mes frères qui m'insultaient. Il y avait toujours les propos homophobes de mes frères. Il y avait des chansons homophobes qu'ils passaient. Tout le temps, c'était des chansons homophobes qui discréditaient la personne que j'étais. Et même quand je sortais dans le quartier, il y avait ces jeunes-là dans le quartier qui m'ont vu grandir, qui savaient que j'étais différente. Et c'est ces mêmes jeunes-là qui se permettaient de me lancer des pierres. Je vous dis qu'on me lapidait comme si j'étais une chienne qui était dans les rues. Donc, toutes ces réactions vis-à-vis de ma personne et le fait que je ne sois pas écoutée par mes frères, écoutée par ma mère, même mes amis, j'ai trouvé que j'étais seule. Donc, c'est la seule solution qui s'imposait à moi pour pouvoir être au moins libre et décharger mon cœur. Parce que psychologiquement, je pleurais toutes les nuits. J'étais vraiment brisée mentalement. Je pleurais. Je me demandais pourquoi est-ce que je suis jumeau et c'est moi qui souffre. Pourquoi?
Donc, j'étais tellement fatiguée que pour moi, la seule solution, c'était de mettre fin à ma vie pour que je puisse vraiment ne plus entendre ces injures, ne plus être victime de ces personnes qui sont autour de moi, qui sont censées m'aimer tel que je suis. Donc, c'est une nuit, j'ai pris des cachets et j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Et au dernier moment, j'ai abandonné parce que je me dis qu'ils n'en valent pas la peine. Mettre fin à ma vie, c'est comme si je leur donnais encore plus d'importance, ils auront plus d'impact dans ma vie. Donc, c'est un peu cette solitude et ces frustrations, la stigmatisation qui a fait que j'avais décidé de mettre fin à ma vie. Est-ce que malgré tout ce que tu traversais, toutes les idées noires qui t'habitaient à ce moment précis, est-ce que malgré tout, tu avais quand même quelqu'un de confiance vers qui te tourner pour en parler? Sincèrement, à la base, je n'avais personne. Parce que j'étais en questionnement. Je ne savais même pas s'il y avait des personnes transgenres, des personnes homosexuelles qui existaient dans la ville comme moi. Vous savez que c'est très difficile. Ma famille est très chrétienne et j'ai grandi dans une des communes les plus dangereuses de la Côte d'Ivoire. L'une des communes les plus dangereuses. Dès qu'on te sent, on pressent que tu es gay, ces personnes sont capables de te tuer, sincèrement de te tuer, parce que pour eux, ce n'est pas normal qu'un homme soit gay. A fortiori, un homme soit une trans ou veut devenir une femme. Donc, dans cette commune, c'était vraiment comme si tu te donnais la mort, au fait. Je tiens à dire que je suis particulièrement ému et touché par vos expériences. J'ai moi-même vécu des moments difficiles, mais c'est très loin de ce que vous avez vécu. Hem, Vous imposez le respect parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'arrive pas du tout à réagir, et tout. Je pense que vous êtes un exemple pour la communauté. Vous êtes, vous transmettez beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de générosité aussi et aussi beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui souffrent de leurs différences dans la société. Alors pour elles, je tiens à vous dire merci. Je suis d'accord, peut-être qu'on a vécu certaines choses plus compliquées que toi, mais ton vécu aussi est valide, tu vois. Donc, peu importe si une personne a vécu quelque chose de plus difficile, toi aussi, tu as quelque chose de difficile, tu as eu un vécu compliqué. Donc, il faut pas ne pas invalider ton vécu par Mmh. rapport au mien. Ok, j'ai eu des moments compliqués dans ma vie, tout comme toi. Ça reste tout de même un vécu compliqué. Donc, tu n'as pas invalidé le tien. Donc, je tiens à ce que à te dire que tu es valide, que ton vécu est valide, que ton histoire est valide et que je te vois et que je te supporte par rapport à tout ce que tu as subi, peu importe mon vécu. Même si j'ai eu certains moments difficiles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour tes mots, c'est hyper important ce que tu dis, parce que ça fait partie aussi ça fait aussi partie de la phase d'acceptation et aussi de la phase de guérison, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais effectivement, moi aussi, j'ai peut-être une fois songé au suicide par rapport à la sexualité, mais voilà, je suis pas allé jusqu'au bout. Mais il y a ce truc-là aussi qui fait partie de nous, qui est un peu compliqué, comme l'a dit tout à l'heure, Kayla, par rapport à la solitude. Il y a la solitude qui est créée du fait de notre différence, parce que voilà, dans les familles, comme tu as dit tout à l'heure, où on ne parle pas de sa sexualité, où on ne discute pas, donc en fait, ça permet même pas de déconstruire et aussi peut-être de sensibiliser les personnes qu'on aime ou avec qui on vit. Ça crée de la solitude, mais aussi le truc où, comme on considère que c'est une partie intime de notre identité, bah, en fait, on n'en a pas à en parler. Du coup, ça nous crée aussi de la solitude. Donc en fait, on est un peu tiraillé en fonction de la personnalité qu'on a. De toi, c'était de parler de ta sexualité. Moi, dans mon cas, c'était plutôt de pas en parler puisque c'est un truc qui est personnel. Je me suis retrouvé dans un isolement total et du coup, bah, ça a créé une dépression et un moment de solitude extrême où je me sentais
hyper pas bien et voilà quoi. Et pour Kayla, bah, vu qu'elle, malheureusement, en fait, les gens se sont arrêtés sur sa personne, c'est-à-dire en tant que personne peut-être maniérée, comme elle a dit, ou qui était un peu féminine, ils ont supposé qu'elle était homosexuelle. Donc du coup, elle a été, marginalisée, elle a été stigmatisée. Mais pour autant, en fait, ça ramène toujours au débat sur la la personnalité et le genre, en fait, le sexe et le genre qui n'ont peut-être des fois aucun lien. On peut être hyper féminine, et être quand même hétérosexuel. Mais du coup, pour le coup, ça a créé un isolement qui a engendré, peut-être un moment de dépression et tout. Macoumez, est-ce que tu as eu des personnes qui ont pu t'aider, à qui tu pouvais parler en toute honnêteté, en toute franchise, en toute, confiance, de ce que tu traversais? Et est-ce qu'aussi, il y avait est-ce que ton mal-être se voyait? Est-ce que tu avais tu renvoyais peut-être inconsciemment des alertes comme ça à ta famille, à ton entourage? Alors, pour ma part, je me suis confiée très tard. C'est-à-dire mon mal-être, mon homosexualité. J'ai pris énormément du temps à faire confiance. J'ai une meilleure amie qui, elle a su, elle m'a encouragée, elle m'a soutenue pendant toute ma vie depuis que je la connais, heureusement. Aussi un meilleur ami qui s'avère être bisexuel aussi, j'ai eu cette chance de l'avoir. Depuis mes 3 ans, je le connais, du coup, il était là. J'ai aussi rencontré une autre personne qui est un très bon ami à moi aujourd'hui. Je l'ai rencontré quand j'étais en seconde, qui est gay. Il s'est confié à moi, chose qui m'a énormément surprise parce que c'est vraiment en seconde que j'ai commencé à m'affirmer au lycée, à affirmer mon homosexualité en tant que bisexuelle au début, comme j'avais expliqué. Et en voyant que je m'affirme, il est venu vers moi et s'est confié. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a fait énormément du bien parce que je me suis dit, je ne suis pas seule et je peux faire du bien à autre personne. Du coup, mon mal-être, je ne l'exprimais pas forcément. Je restais vraiment silencieuse sur mon mal-être. Du coup, ça ne se voyait pas à la maison que je n'allais pas bien. Si, si je devais exprimer mon mal-être, c'était vraiment seule dans le noir dans ma chambre. Genre, je pleurais toute seule dans le noir dans ma chambre. Je ne laissais pas voir que je n'allais pas bien. Surtout auprès de ma famille, je ne le laissais pas voir. Par rapport à mon meilleur ami, il le voyait et il est venu vers moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à parler, sans pour autant parler de mon homosexualité. Hein. Je lui disais que voilà, j'étais pas bien, que j'étais triste, j'étais malheureuse et il était là pour moi. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a réconfortée. Et du coup, voilà. J'ai aimé ta réponse parce que, souvent, c'est ce qu'on fait, en fait. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été, mon expérience, c'est de ne pas dire, de ne pas faire paraître, en fait, mes émotions et de toujours me montrer fort par rapport à ce que je vivais. Déjà parce que, premièrement, personne ne savait, mais aussi pour moi, ça me permet de me rassurer surtout. Je savais que de toute façon, le soir, mes démons allaient revenir et que le soir, bah, c'est la réunion, quoi. C'est moi et mes démons et et que voilà quoi, il fallait gérer ça. Tu trouves pas le sommeil, tu es là, tu réfléchis, tu cogites, tu te poses des questions un peu comme Kayla: «Pourquoi moi? Pourquoi c'est tombé sur moi?» parce que moi aussi, j'ai une fratrie très importante et tout. Donc voilà, je comprends parfaitement ce que vous avez vécu et et je pense que c'est les moments les plus difficiles et tout. Et ma deuxième question par rapport à ça, par rapport au lesbianisme, est-ce que du fait on sait déjà que chez les personnes, ce qui est plus difficile quand on est une femme, c'est déjà d'avoir une place en tant que femme. Quand tu es noire, c'est aussi d'avoir une place en tant que femme noire et encore quand tu es lesbienne noire, c'est tu quelle place les gens vont te laisser? Qu'est-ce qui en fait, c'est encore plus difficile, je pense, que quand tu es lesbienne noire dans un monde où la femme a très peu de place. Comment toi tu arrives comment toi tu pourrais te
trouver ta place dans un monde où on estime déjà qu'être une femme, c'est une sous-catégorie. Et je pense que c'est ça que c'est j'aimerais bien avoir aussi après, l'avis de de Kayla parce que déjà tu es un homme et après tu es une femme. Donc des gens se disent: «Beh, tu es un homme, mais tu as déjà la place de roi et là tu veux devenir une femme. Donc pourquoi?» Tu vois? Je sais pas si ma question elle est claire, ma Koumez, est-ce Oui, que tu oui, peux j'ai y très bien. répondre? Ouais, du coup, j'ai réussi à «m'imposer» entre guillemets, à m'affirmer au vu de mon expression vestimentaire. Disons que quand j'étais, au lycée, j'étais très, très masculine. Là, j'essaye, de plus en plus à affirmer ma féminité, mais j'étais très, très, très masculine. J'étais un bonhomme. On me qualifiait comme bonhomme. Je m'exprimais comme un garçon, je me comportais comme un garçon et je m'habillais comme un garçon. Et c'était une carapace, une manière de me protéger par rapport aux hommes. Parce que, disons que moi, on va dire que je suis bien gâtée au niveau de ma poitrine. Et du coup, c'était quelque chose qui était très, très remarqué. Et du coup, ma manière de me protéger, c'était de m'habiller avec des vêtements larges, des vêtements masculins, de me comporter d'une manière, entre guillemets, comme ils aimaient bien me dire, sauvage. Et du coup, ça a été une manière pour moi de m'affirmer en tant que femme noire lesbienne. Et c'était une manière de me protéger. Je m'entourais énormément de garçons qui pouvaient être là pour me protéger. Du coup, ça m'a permis d'évoluer en tant que femme lesbienne dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et maintenant que je suis une femme, une vraie femme, entre guillemets, une femme cis majeure et vaccinée, là, j'aimerais retourner, entre guillemets, dans le temps et affirmer ma féminité. Comme j'ai plus ce poids dans les épaules qui me fait me dire que j'ai absolument besoin de me protéger, que j'ai absolument besoin d'être validée par la société, bah, j'essaye de m'en défaire de la masculinité. Et du coup, voilà. Tu regrettes du coup la partie de ta vie où tu te rendais plus masculin pour pouvoir te faire, accepter, c'est ça? Non, je regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir été masculine, hein. Je suis toujours un peu masculine. Jusqu'à aujourd'hui, je me considère en tant que STEM, qui veut dire une femme noire, masculine et féminine. Du coup, je porte des vêtements masculins. La plupart du temps, c'est une chose que j'aimerais défaire. J'aimerais plus jongler entre le masculin et le féminin, pardon. Mais je ne regrette pas d'avoir été masculine. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être à l'aise dans mon corps. Et du coup, c'est quelque chose que je ne changerais en rien au monde. C'est vraiment quelque chose qui... Cette carapace m'a quand même permis à traverser ce monde de brut quand même. Et du coup, non, je regrette pas. En plus, j'avais un bon style. Du coup, ça me dérange pas du tout. Ça me J'aurais bien dérange aimé pas du voir des photos quand tu étais comme ça, tout. Mais j'en ai, hein. J'en ai. Je t'en enverrai. d'accord, ça marche, avec plaisir. Kayla, tout tout à l'heure, je disais que l'homme, déjà, dans la société actuelle, que ce soit une société africaine ou occidentale, a un peu la place du roi et que peut-être que le fait que tu aies cette place en tant qu'homme parce que tu es né homme, pardon, je suis désolé, je suis obligé de dire ça comme ça, hem et que du coup, tu veuilles changer pour une place qui est inférieure, c'est-à-dire femme. Est-ce que là, déjà, ça ne ça c'est ce que c'est pas ça qui a déjà créé l'incompréhension auprès des gens qui se disent: «Mais en fait, pourquoi devenir une femme?» sachant que déjà être une femme, c'est presque être rien, surtout quand on sait en Afrique que la femme a une place inférieure, vachement plus inférieure et puis des droits moindres que les hommes. Est-ce que c'est pas là le début de l'incompréhension des gens qui sont autour de toi? Je ne parle pas de sexualité, hein, je parle juste de ta volonté de vouloir parce que les gens pensent que tu veux être une femme, mais en fait, tu es juste né une femme. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que tu es né femme, pardon, mais eux, ce qu'ils voient, eux, c'est que tu as voulu changer pour être une femme, alors que toi, dans ton corps, tu es juste né dans le mauvais corps, en fait.
Est-ce que c'est pas là l'incompréhension des gens, la place de la femme dans la société plutôt qu'autre chose d'ailleurs? La société est très patriarcale. Chez nous, c'est ce qui conduit, c'est plus les hommes qui conduisent la famille. C'est les hommes qui donnent le nom de famille à ses enfants. Puisque je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, être un homme, c'est une valeur sûre. Parce que le nom de ta famille n'arrête pas. Donc, tu as cette possibilité-là de transmettre le nom de ton père et aux autres générations, puisque tes enfants auront le nom. Mais quand moi, je décide d'être femme, les parents ne comprennent pas ce choix. Ils ne veulent pas ce choix. Parce que pour eux, c'est comme si je décidais personnellement de m'opposer à tout ce qui est comme système qui a été mis en place depuis longtemps. Et selon eux, je quitte dans la position d'une personne forte et je me mets dans une position faible qui est être une femme. Pas être une femme, faire semblant d'être une femme parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'acceptent pas que je sois cette femme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est très délicat. En Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on a cette difficulté-là parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, étant un homme, tu décides, selon eux, de devenir une femme. Donc, c'est cette incompréhension qu'on essaie de résoudre à travers quelques explications, mais c'est très difficile parce que ici, les gens sont vraiment acharnés sur la culture, le patriarcat est ancré dans leur sang. Donc, pour eux, c'est anormal, c'est tellement pour eux répugnant que ça ne s'accepte pas dans les familles. Donc, généralement, la plupart des femmes trans sont expulsées des familles, sont mises à la rue. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si totalement répondu à la question. Si, tu réponds. Dernière question, pardon. Du coup, pour toi, c'est quoi une femme qui vit dans un corps qui n'est pas le sien? Quelle a été ton expérience en tant que femme dans un corps qui n'est pas à toi, de naissance, en fait? Comment tu l'as vécu? Avant même d'avoir le regard des autres qui se pose sur toi et qui te juge, toi, personnellement, comment tu as traversé cet moment, un moment où tu t'es rendu compte que, bah, en fait, non, bah, c'est pas le corps que je devais avoir? Ok, à vrai dire, très jeune, j'aimais pas mon corps. J'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon sexe. J'aimais pas la chair dans laquelle j'étais née. Je détestais, au fait. Je détestais au point où j'avais cette difficulté-là, moi, personnellement, de me regarder nue dans un miroir. Parce que quand je ne me vois pas dans le miroir, je suis la femme qui est dans la tête. Mais le miroir, lorsque je passe devant un miroir, devant une voiture, les filtres, ça me rappelle que oui, tu penses ce que tu penses, c'est pas ce qui est. Tu es toujours un homme. Donc, j'ai très mal vécu. Moi, je le dis toujours. J'ai vécu très mal les 28 ans de ma vie. J'ai survécu, je me suis battue, j'ai détesté ma personne au point où, quand je rentre à la maison, désolé du terme, mais je me scarifiais parce que je n'aimais pas. Je détestais au point que ce corps-là, je dis que ce corps-là, ce n'était pas le mien, ça ne m'appartenait pas. Donc, à quoi prendre soin de ce corps? Pourquoi je peux être heureuse dans un corps qui n'est pas le mien? Donc, psychologiquement, je me suis détestée plus le corps qu'à l'intérieur. Et la seule chose qui me rassurait, c'est que dans la tête, je me disais que, arrivé à ce moment, je dis, OK, j'oublie ce qui est à l'extérieur. J'oublie ce corps. Quand je marche, c'est juste, je pourrais dire mon esprit, selon moi, que les gens voient. Voilà. Parce que le corps, je n'aimais pas. Donc, c'est plus mon esprit que je me disais que les gens voyaient une belle femme qui marche
Et c'est un peu ça qui m'a permis vraiment de ne pas détruire ce corps que j'ai aujourd'hui. Voilà. Je tenais quand même à rajouter que on écoute votre vécu depuis tout à l'heure avec attention et beaucoup d'émotion. Mais je voulais quand même pointer le doigt sur le fait que il est possible que, même si vous vous trouvez dans ce genre de situation, concernant le suicide par exemple, vous avez la possibilité, et j'espère vraiment que ceux qui nous écoutent, qui traversent cette situation-là, pourront prendre le courage de se tourner vers des gens de confiance, même s'ils peuvent pas forcément le faire dans leur famille, ils n'ont pas forcément confiance à leurs amis. Il y a des instances qui existent, qui peuvent les accueillir et les soutenir et les aider à traverser ce moment. Donc, de prendre le courage, d'essayer vraiment de le faire, d'en parler à quelqu'un de confiance pour essayer de s'en sortir parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, il y a des gens qui seront là pour vous soutenir. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de trouver de l'aide parce qu'il y en a. Pour Keïla, déjà, j'ai eu la chance de découvrir que j'étais cette belle femme. Donc, j'ai mis en place une ONG du nom de Hope Trans. Et Hope Trans est là pour écouter toutes les personnes à la base qui se sentent différentes. Nous apportons l'écoute. Nous apportons vraiment l'écoute parce que c'est de cette écoute-là que j'ai manqué. Et aussi les conseils. On conseille sur comment t'aimer toi-même, avoir l'estime de soi, avoir te sentir toi, t'accepter toi et de bien vivre. Donc, il y a Hope Trans, dont je suis la directrice. Il y a ici une structure vraiment qui fait un travail fort pour la communauté LGBT. C'est Alternative Côte d'Ivoire. Je pourrais laisser l'adresse, mail et le numéro. Comme ça, toutes les personnes, que ce soit en Afrique, même en France, qui ont besoin vraiment de parler, vraiment, nous sommes dispo. Aider chaque personne à comprendre que la différence ne fait pas de nous je pourrais dire, des maudits de la société, comme certains le disent en Côte d'Ivoire. Super, merci beaucoup, Kayla. Je crois que je voulais rajouter un truc. Comment vous avez quitté cette phase noire? Car on vous voit aujourd'hui, vous êtes tous de très belles femmes, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Déjà, moi, j'ai commencé par accepter qui j'étais. Parce que à cause de mon environnement socio-culturel, ma famille, je ne m'étais pas acceptée. J'ai décidé de vivre et non de vivre pour les autres. Donc, vivre pour moi. Et après cette décision, toutes les choses ont commencé à aller de mieux en mieux parce que je ne voulais plus prendre en considération ce que X ou Y pensait. J'ai décidé de ne pas écouter ce que mes frères disaient. J'ai décidé de ne plus écouter ce que mes sœurs du quartier disaient, ceux qui me violentaient disaient. Non, j'ai décidé, moi personnellement, à partir d'aujourd'hui, j'aurai conscience en moi. Je suis une femme. J'ai pris conscience de mes qualités de femme. J'ai pris conscience que ma plus grosse erreur que j'allais faire, c'était de me suicider. Et quand je vois celle que je suis devenue aujourd'hui, je dis, ah là 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 là, j'allais être une femme aussi canon, et puis j'allais mettre fin à ma vie. Non! Sachant que si tu es une personne trans, tu es tellement belle à l'extérieur. Si tu décides de mettre fin à ça, c'est comme si tu enlevais une étoile dans le ciel. Donc, je préfère qu'on ait vraiment ce courage-là de s'aimer et de décider de marcher avec soi-même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour ma part, je suis arrivée à un point de non-retour. C'est-à-dire que je n'en ai pas parlé, mais moi, j'ai été victime de outing. Du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que d'assumer auprès de ma famille que j'étais une femme lesbienne. Et je suis arrivée à ce point de non-retour où je me suis dit, c'est soit tu t'acceptes comme tu es, soit tu te morfonds toute ta vie. Et du coup, je me suis imaginée dans le futur en tant que personne qui restera malheureuse parce qu'elle n'est pas qui elle est. Et je n'ai pas aimé cette image. Du coup, j'ai pris la décision de m'affirmer et de m'accepter comme je suis.
Et après, je suis partie à mes 18 ans en métropole. J'ai vécu 3 ans là-bas. J'ai pu m'exprimer en tant que femme lesbienne. J'ai pu m'affirmer un peu plus. Et une fois rentrée, bah, je suis restée sur ma position. Je suis comme je suis et je ne changerai pas. Peu importe ce que ma famille peut me dire, je ne changerai pas. Et je m'assume tel que je suis. Aujourd'hui, avec mes amis Naël et Harry, qui est la créatrice de Parlons Lesbe sur Twitter, nous avons pour conviction, nous avons pour volonté de créer un espace pour les femmes lesbiennes racisées euh, pour qu'elles puissent souffler, pour qu'elles puissent se sentir moins seules et qu'elles puissent voir que même en étant dans une situation compliquée ou en étant une femme lesbienne, nous pouvons aussi être heureuses. Nous abordons plusieurs sujets, des sujets qui peuvent être lourds et difficiles, tout comme des sujets qui peuvent faire souffler. Nous faisons des jeux, nous racontons nos histoires d'amour, nos blagues, nos vécus qui peuvent être drôles ou difficiles. Et avec cet espace qui est sur Twitter, qui s'appelle Parlons Lesbe, nous avons créé, parce que nous n'avons pas eu cet espace quand nous étions plus jeunes, nous l'avons créé pour que les autres puissent avoir ce que nous n'avons pas eu. Du coup, voilà, ça me permet de soigner la petite fille qui est en moi en me disant, cet espace, je l'ai créé, on l'a créé, on le fait pour que d'autres petites puissent avoir ce que nous n'avons pas eu. Du coup, ça me permet de soigner la petite fille en moi qui n'avait pas cet espace, qui n'avait pas cette possibilité de s'exprimer, qui n'avait pas connu c'était quoi, qui ne savait pas c'était quoi être une femme lesbienne. Et du coup, voilà. Merci, Makoumez. Je pense que le plus difficile pour les gens qui sont différents, c'est ça finalement, c'est de ne pas avoir de place et de devoir suffoquer dans son coin. Et je trouve que vous avez beaucoup de chance d'avoir une page comme ça qui vous permet de vous exprimer et de pouvoir partager vos expériences. Moi, quand j'étais, dans des moments sombres, j'aurais bien aimé avoir je pense que j'aurais bien apprécié avoir des personnes comme moi avec qui je pourrais discuter, échanger sur, des vécus ou sur ma vie tout simplement. Et je pense que c'est ça qui manque vraiment, c'est que finalement qu'on soit obligé d'arracher la place qu'on devrait avoir, c'est la première lutte après le fait de s'accepter, après le fait de se créer un lieu sain, personnel, parce que moi, c'est ça qu'il a fallu faire. Il a fallu me créer un lieu sain, c'est-à-dire me séparer des personnes qui étaient toxiques, qui m'apportaient, que chagrin, que stigmatisation, qui le faisaient des fois inconsciemment parce que moi, j'ai pas envie de dire que la chance que j'ai eue, c'était que, bah, ma sexualité était pas supposée était supposée hétérosexuelle, du coup. Donc j'ai eu cette «chance-là», entre guillemets, c'est vraiment un mot que je veux pas dire. Mais, du coup, ça m'a un peu protégé au début. Mais ce qui m'a blessé, c'est les personnes qui pouvaient avoir des discours assez homophobes et qui pouvaient le dire en pensant être en toute sécurité, c'est-à-dire le dire devant une personne comme moi, sans pour autant être dans l'illégalité. Ils étaient déjà dans l'illégalité de dire ça, mais le dire devant une personne qui n'était pas visée, en fait. Et c'est ça le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir crier aux gens: «Mais tu es en train de parler de moi aussi, c'est de ma vie dont tu es en train de parler aussi et ce que tu dis m'affecte terriblement». Et ce que tu dis est une injustice. Tu ne peux pas, parler comme ça et c'est ça le plus douloureux parce que quand tu rentres chez toi et que tu te retrouves avec toi-même, tu te dis: «Mais combien de temps encore on va devoir vivre, subir ça? Combien de temps encore on va devoir vivre dans le noir, ne pas dire qui on est, pour pas être parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur de l'abandon et tout». Et vraiment, votre pas, c'est une belle initiative encore une fois et j'espère qu'il y en aura tellement d'autres qui pourront aider d'autres personnes, d'autres jeunes filles qui, à ton âge, étaient perdues. Je pense aussi à Kayla aussi, hein, d'autres jeunes filles comme ça
qui sont enfermées dans des corps qui ne leur appartiennent pas et qui sont en soif de découvrir qui elles peuvent devenir, c'est-à-dire une belle femme aujourd'hui, comme tu es aujourd'hui. C'est dommage qu'on n'ait pas d'image à notre podcast, mais Makoumez et Kayla sont vraiment radieuses. On voit vraiment que c'est des femmes qui se sont trouvées. Et voilà, je le souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, en tout cas qui se cherchent. C'est hyper important de se trouver et dès qu'on se trouve, bah, voilà, c'est le début de la guérison et pour moi, ça a été le cas. C'était, genre quand je me suis retrouvé, je me suis dit: «Plus jamais en arrière. Plus jamais je permettrai aux gens d'avoir autant de place dans ma vie. La place que j'aurai dans ma vie, c'est celle que j'aurai décidée et plus personne n'aura un impact aussi important dans ma vie». Donc une fois qu'on s'est dit ça, on relève un peu la tête, je pense. Oui, Kayla. Déjà, aux personnes trans hommes ou trans femmes, déjà, c'est de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'elles ne sont pas seules. J'ai découvert que j'étais une belle personne. J'ai découvert que j'étais meilleure que mon jumeau, juste parce que je me suis acceptée. J'ai accepté cette personne que j'étais à l'intérieur et j'ai décidé de vivre pour moi. J'ai trouvé des personnes pour m'écouter. J'ai trouvé des vraies personnes pour m'aimer telle que je suis. Et ça a été vraiment la meilleure des choses que j'ai faites dans ma vie. C'est de m'entourer de ces personnes-là qui sont vraies. Et je veux dire aux auditeurs ou auditrices, si vous êtes seul, vous n'avez personne pour vous écouter, nous sommes là. Voilà. Je ne vais pas être longue. Je vais juste vous dire que je le dis toujours, les LGBTQ+, nous sommes les plus belles personnes du monde entier. Merci. Merci Kayla et Makoumez pour vos interventions. Tout de suite, nous accueillons la psychologue clinicienne, Tima, qui va nous faire part de son avis de psychologue. Bonjour Tima et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je suis Tima, je suis psychologue clinicienne. Je travaille en pédopsychiatrie, en libéral. Je reçois beaucoup de personnes LGBT, que ce soit des afrodescendants, des Africains sur le continent qui traversent cette identité LGBT, ces identités multiples sur le continent ou aux Antilles ou ici en France, en Île-de-France beaucoup. Voilà, donc je les reçois en libéral. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Vous avez pu suivre un peu les interventions de Kayla et Makoumez. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, c'était des interventions très riches, des histoires singulières qui font aussi écho à beaucoup de personnes, de histoires de beaucoup de personnes qui traversent des questionnements, des parcours difficiles, et en même temps quand même très riches, avec plein de ressources. J'ai apprécié le courage de ces deux personnes de partager leurs histoires. C'est vrai qu'ils ont des parcours tout à fait marquants. Du coup, par rapport à ça, on a des questions. Est-ce que c'est possible de voir avec vous pour un peu nous aiguiller? Parce que concernant la santé mentale, par exemple, comme je le disais au début, tout le monde peut se sentir concerné de près ou de loin. Mais est-ce qu'on peut rentrer avec vous un peu plus dans les détails pour nous aiguiller, peut-être aussi aiguiller nos éditeurs qui nous écoutent, qui se posent peut-être des questions par rapport à certains sujets, à certains points qu'on a pu aborder à travers l'épisode, concernant par exemple le suicide ou comment gérer sa sexualité, comment gérer le rejet, comment gérer tout simplement le fait de se sentir différent dans une société qui ne nous accepte pas. Donc, je voulais, pour introduire mon propos, quand même rappeler que autrefois la transidentité et les homosexualités étaient traitées comme des troubles mentaux. C'est qu'en 1973 que les homosexualités sont sorties du DSM, qui est le livre diagnostic qu'utilisent les psychiatres. C'est-à-dire que jusque-là, c'était quand même une des maladies qu'on pouvait retrouver dans ce manuel voilà, qui est très utilisé. Donc, ça veut dire qu'à malgré... l'époque, c'était Oui, considéré comme une maladie, vous voulez dire. oui, c'est ça, c'était une maladie mentale pendant très longtemps. Et il y a eu beaucoup de mouvements, de personnes pour sortir les personnes homosexuelles et trans des hôpitaux psychiatriques. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça, plutôt sur la sexualité.
Pourquoi, en fait, elle est elle occupe une partie, importante, quasi, quasi intégrale, en fait, de notre identité, on va dire. Pourquoi, en fait, les gens, sont curieux de savoir, ce qu'on fait dans notre intimité? Pourquoi c'est si important? Pourquoi ça nous définit en tant que personne, la sexualité? Alors, c'est une très bonne question. La sexualité est au centre de toute vie, peut-être, on peut dire. Souvent, il y a une curiosité comme ça qu'on retrouve chez tout le monde sur la sexualité des personnes. Peut-être, on peut faire comme hypothèse le fait d'être né souvent à partir, enfin, souvent d'un rapport sexuel. Il y a des interrogations comme ça qui restent inconscientes et qui anime toutes les personnes aussi. De, dans le développement de la vie psychique, le corps est au centre aussi. Il y a quelque chose d'un intérêt autour du corps, autour de la sexualité, autour de l'environnement. Ce sont trois points très saillants de tout sujet à part entière, je dirais. Le corps, la sexualité et l'environnement. Donc, il y a une interaction forcément dès qu'on est en lien avec des personnes. Il y a comme une curiosité comme ça autour de la sexualité qui émerge de manière souvent inconsciente d'ailleurs, je dirais. Du coup, par rapport à ça, certaines théories disent que on devient LGBT suite à des traumas vécus plus jeunes, par exemple. Est-ce que cette théorie a vraiment un sens? Alors, c'est des théories qui sont, c'est vrai, très diffusées. J'ai beaucoup entendu ça. C'est des théories qui ne se retrouvent pas, en tout cas, scientifiquement, qui n'ont pas été, qui n'ont pas de preuves scientifiques. C'est difficile de réduire des personnes, des identités à des traumatismes. Je trouve ça toujours très simpliste ouais, et parfois même homophobe ou LGBT-phobe. Pour être plus global, d'utiliser ce type de théorie-là. On les entend beaucoup pour dire que finalement, il y a une possibilité de transformation, il y a une possibilité de changer et et d'être euh, et d'être à nouveau hétéro si jamais on guérissait de nos traumatismes en tant que personne LGBT. Donc, c'est des théories qui sont pas, voilà, qu'on entend beaucoup, mais qui ne sont pas prouvées scientifiquement, qui ne sont pas vérifiables parce qu'il y a des personnes qui ont des traumatismes qui ne sont pas des LGBT, et tous les LGBT n'ont pas vécu des traumatismes dans leur enfance. Vous avez parlé d'homophobie tout à l'heure, et je me demandais aussi, du coup, par rapport à cette homophobie justement qu'on sait qui est assez présente dans la communauté afro, envers les personnes LGBTQ, du coup, comment toute cette haine, d'où vient toute cette haine en fait, et comment cette haine peut affecter notre vision du monde et la qualité sociale de nos interactions. On entend beaucoup de personnes LGBT qui vivent des violences comme l'ont très bien d'ailleurs cité les personnes que vous avez interviewées de manière très courageuse, des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles. Ça arrive beaucoup à les personnes LGBT, fait par des personnes qui sont très souvent ignorantes et qui ont des a priori, des préjugés qui sont persuadés de leur légitimité, en tout cas, en tant qu'humains, de faire vivre ces atrocités à des personnes LGBT, car ces personnes sont différentes, car ces personnes sont en dehors de la norme, d'une norme hétérosexuelle et patriarcale, de, de, où on nous attend tous en tant qu'individus pour que la société continue à fonctionner telle qu'elle fonctionne déjà. Et peut-être il y a quelque chose de l'ignorance et d'une volonté aussi puissante de maintenir le monde tel qu'il est. Je dirais ça comme ça, en tout cas, pour un peu dire qu'est-ce qui fait que ces violences continuent, qu'est-ce qui fait que ces violences sont légitimées encore beaucoup aujourd'hui. Dans le premier épisode, par exemple, on a beaucoup abordé le sujet du patriarcat parce que le thème c'était la culture africaine et l'homosexualité sont-elles antinomiques? Est-ce que vous pensez que le point de départ, c'est vraiment le patriarcat parce que du coup, on sait très bien que dans une société africaine actuelle,
c'est dominant? Alors, c'est les sociétés africaines, mais c'est aussi les sociétés occidentales Mhm. d'une manière générale. C'est les humains, c'est les humains en général. Il y a toujours cette. Effectivement, il y a peut-être une corrélation à faire entre le fait d'avoir une société où il y a des codes très normés, qui sont centrés autour de l'homme et l'homme avec des attributs aussi, des attributs très spécifiques de ce que c'est qu'être un homme et c'est dans ces sociétés-là peut-être qu'on peut voir aussi le plus d'homophobie, le plus de transphobie, parce que tout de suite ça vient remettre en question des catégories de genre et parfois de sexe aussi, qui est à prendre en compte quand même. Et donc, dès qu'on remet en question, les personnes LGBT viennent peut-être aussi remettre en question ces catégories-là. Et forcément, ça vient peut-être aussi entrer Et ça fait le rejet aussi, du coup, de la société. Moi, j'ai une question qui vient comme ça quand je vous écoute. Pourquoi c'est plus difficile? J'ai l'impression, hein. Après, ça va aussi de mon expérience et de celles que j'ai pu écouter. Pourquoi c'est encore plus difficile d'être LGBT quand on est noir? Alors, dans les sociétés africaines et antillaises, c'est difficile de parler de, de sexualité. C'est-à-dire que c'est des choses privées. Donc, il me semble, même dans l'hétérosexualité, c'est des choses qui ne se... Enfin, on ne parle pas de sexualité. C'est des choses qui se passent dans un cadre donné, dans une intimité. Et c'est des sociétés qui catégorisent un peu, différencient plutôt, je dirais, plutôt différents. C'est des sociétés qui différencient les espaces. Il y a ce qui est de l'ordre de l'intime, qui ne regarde que les personnes qui sont concernées, et il y a ce qui est de l'ordre du social, qui concerne tout le monde. Donc il y a peut-être des affaires qui ne peuvent pas être visibles sur cette scène-là. Et effectivement, dès qu'on parle d'homosexualité ou de transidentité, tout de suite, il y a quelque chose peut-être qui confronte beaucoup trop à cette question de la sexualité. Tout de suite, on pense à la sexualité, alors que c'est pas le cas quand on partage un espace collectif. Enfin, c'est que mon analyse qui peut être très personnelle aussi. On a beaucoup abordé la thématique du suicide lors de cet épisode pour les personnes transgenres et pour les personnes lesbiennes. Et j'aimerais juste savoir comment on peut prévenir du suicide et déjà quelles sont les alertes, quels sont les signaux d'alerte d'une personne qui est en souffrance. Alors, les signaux d'alerte d'une personne en souffrance sont très larges. Ça peut aller de l'isolement social, en sentiment de tristesse qu'on peut repérer chez la personne, la présence d'anxiété, d'angoisse qui peuvent être accrues. Ça peut être une tendance aussi à l'autodévalorisation de soi, des difficultés de concentration, des perturbations du sommeil, du comportement alimentaire. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui viennent nous mettre la puce à l'oreille quand une personne est en souffrance. Et pour ces personnes-là, c'est peut-être d'avoir une attention pour ces personnes-là. Et parce qu'on soit même on est concerné, c'est de pouvoir peut-être aussi demander de l'aide, ce qui n'est pas simple. Demander de l'aide voilà, à l'entourage, de signaler qu'il y a toutes ces choses-là qu'on remarque chez soi. Ou quand l'entourage remarque qu'une personne s'isole très facilement, est souvent triste, de pouvoir aussi en parler pour pouvoir dépasser justement cette étape d'aller vers un professionnel qui peut accompagner ou de tisser peut-être aussi un noyau comme ça autour de cette personne pour l'accompagner. Et justement, quand ces personnes qui traversent ces moments assez difficiles, compliqués, qui sont renfermées, qui traversent toutes ces étapes de souffrance mentale, par exemple, nous qui regardons d'un œil extérieur, comment nous pouvons-nous intervenir, comment on peut réagir à ça pour les aider à s'en sortir? Déjà, peut-être que c'est des personnes qui sont pas vues et entendues souvent. Et donc, c'est important de pouvoir les voir et les entendre dans leur souffrance et de leur dire que vous voyez certaines choses. Parce que parfois, quand on est en souffrance, soi-même, on ne le voit pas. Donc, peut-être que quand on est témoin de ça, c'est de pouvoir aussi s'autoriser à dire à notre ami, bah, tiens, je te trouve un peu triste ces derniers temps. Ah tiens, tu t'isoles, tu ne donnes plus de nouvelles. Peut-être que c'est des réactions comme ça, de base qu'il faut avoir avant tout.
Être juste Et présent pour la personne et apporter une oreille. Et oui, une écoute et les encourager à aller vers des professionnels qui puissent les accompagner peut-être plus particulièrement dans leur spécificité aussi. Parce qu'effectivement, D'accord. on trouve beaucoup de tentatives de suicide chez des personnes LGBT. Et dans votre épisode, enfin, dans cet épisode, il est question beaucoup de suicide, de tentatives de suicide, de désir de mourir. Et en même temps, est-ce que c'est un désir de mourir? En tout cas, il y avait, on entendait beaucoup que des personnes songent au suicide comme seule sortie, comme seul échappatoire possible. Euh, et c'est un discours qu'on retrouve beaucoup chez les personnes LGBT qui viennent nous consulter, comme si c'était la seule solution. C'est une sortie, c'est pouvoir arrêter aussi toutes ces violences vécues quand elles deviennent insistantes dans un monde qui nous accueille pas, qui ne fait pas de place pour sa propre existence. Et souvent, on entend beaucoup les personnes LGBT noires dire, mais ça, c'est chez les Blancs. Donc, si, en tant que Noir, on est LGBT, il y a toujours l'idée que on ne devrait pas exister. En tout cas, qu'il y a quelque chose d'une honte encore supplémentaire là qui vient, qui vient impacter la famille également. Justement, quand on parle de ça, Kayla a dit tout à l'heure que avec tout le rejet qu'elle recevait, les violences physiques, mentales de la part de ses amis, de sa famille, elle n'avait pas d'autre solution que de mettre fin à sa vie. Mais je me demande comment on arrive vraiment à ce point-là. Comment on se dit que c'est la seule solution, il n'y a que ça que je peux faire pour me libérer. Qu'est-ce qui fait, quel est le déclencheur en fait qui nous pousse à passer à l'acte? Alors souvent, cet isolement social, cet isolement de la famille, ces violences au quotidien poussent à se dire qu'on ne mérite pas de vivre aussi. Quand son corps est attaqué, parce qu'il y a eu des violences physiques dans cette situation-là, quand le corps il est attaqué par l'extérieur constamment, quand le corps est vécu comme étranger aussi, comme répugnant, peut ramener, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le discours des personnes que vous avez interviewées aujourd'hui. C'est cette violence-là qui est intériorisée aussi, qui est intériorisée comme étant la seule voie possible, le seul discours sur soi qu'on entend. Et à un moment donné, on finit par y croire et à se dire, bah, peut-être qu'il faut en finir. Effectivement, peut-être que ces personnes ont raison. Et c'est là où j'admire le courage de ces deux femmes que vous avez interviewées, de sortir de ça, justement, et d'entendre une autre voix, une autre possibilité, une autre vie, et de transformer ensuite leur expérience en en quelque chose aussi qui apporte à d'autres personnes qui ont pu traverser dans leur vie ces mêmes expériences-là. Oui, parce que au-delà de ça, il y a des possibilités autres que le passage à l'acte. Il y a des instances, comme on l'a rappelé au début de l'épisode, où se tourner pour demander de l'aide et essayer de s'en sortir, même si on n'a pas forcément le support, l'aide de sa famille ou de ses amis. Il y a des moyens de trouver de l'aide et d'arriver à s'en sortir, en fait. Donc, Bruno, est-ce que tu veux parler des endroits où les gens peuvent se tourner pour demander de l'aide, en Afrique, par exemple? Oui, déjà, faut savoir que dans la communauté noire, parler de santé mentale, c'est un peu tabou. C'est un peu comme l'homosexualité. On a l'impression que ça vient d'ailleurs et que ça nous touche pas. Et d'avoir des psychologues comme Tima qui viennent et qui nous parlent de leur expérience professionnelle, qui reçoivent des personnes comme nous qui sont en souffrance. Déjà, ça peut montrer que voilà, qu'il y a pas mal de gens qui reconnaissent qu'ils sont dans une situation de souffrance et qui veuillent s'en sortir et qui décident d'aller voir des personnes professionnelles pour s'en sortir. Et déjà ça, c'est voilà, dans le milieu noir, on sait que c'est assez tabou. À chaque fois qu'on parle de psychologue, qu'on parle de santé mentale, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui les atteint pas. Mais il y a des instances qui existent, que ce soit en Guyane, en France ou en Afrique. Comme par exemple en Guyane, on va citer Cas Avenir LGBT, l'association guyanaise de prévention et de suicide qui existe. On vous mettra en description du coup les contacts pour les personnes qui seront intéressées. À Paris et en France, donc l'UNAFAM, SOS Suicide.
On a le centre LGBT de votre région. Quelle que soit la région où vous êtes, il y a un centre LGBT. Vous pouvez les contacter. Il y a un centre d'écoute. Vous avez aussi en Côte d'Ivoire, du coup, Alternative Côte d'Ivoire, qui sont là et qui sont là pour les personnes LGBT qui sont en souffrance. Il y a Alternative Cameroun aussi. Il y a Hope Trans qui existe aussi. Donc voilà, pas mal d'instances vers qui on peut se tourner quand on est en souffrance. Et moi, j'ai une dernière question du coup par rapport à la validation et à l'acceptation de sa sexualité. Du coup, parce que pour ces personnes-là, comme on vient de l'entendre, ce qui a été primordial pour eux, c'est d'être acceptés du coup par leur entourage. Et souvent, en fait, on se rend compte que l'acceptation de l'entourage prend le dessus sur notre propre acceptation et que cela dépend même de comment nous, on est vu après, comment on se regarde, le regard qu'on peut porter sur soi-même. Et justement, Kayla et Makoumez l'ont bien expliqué. En fait, leur santé mentale a commencé à se dégrader quand ils se sont rendus compte que leur entourage ne les acceptait pas en tant que tels. Et du coup, eux, ils se voyaient pas s'accepter. Pourquoi c'est assez important d'avoir le regard des autres, un regard des autres favorable sur nous avant nous-mêmes de nous accepter? Je pense que pour tout humain, on se fait dans le regard de l'autre. Tout humain se fait dans le regard de l'autre. Donc, c'est très important qu'on nous renvoie quelque chose dans le miroir. C'est-à-dire que le miroir, c'est aussi le regard de la mère quand on est tout petit, quand on est bébé. Puis ensuite, c'est le regard des personnes autour de nous. C'est les mots qu'on va dire sur nous. C'est tout ça qui construit le sujet. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'être accepté pour toute personne, quelle qu'elle soit. Et encore plus pour les personnes LGBT, parce qu'il n'y a pas dans le miroir, ils ne se voient pas. En tout cas, ils ne se voient pas dans l'autre, qui exige d'être dans un monde où il y a beaucoup d'exigences qui ne remplissent pas finalement. Et donc, tout de suite, on remet en question sa vie, parce que finalement, on n'est pas là où on nous attend. On ne peut pas remplir les attentes de ces personnes-là, des personnes qui nous ont finalement qui nous ont mis au monde. Souvent en Afrique, les mamans disent je t'ai mis au monde. Donc, bien sûr, quand on vient au monde, euh, il y a des attentes sur nous. Et quand on ne les remplit pas, c'est d'une grande violence finalement pour la personne elle-même. Ça veut dire qu'on n'a pas rempli la mission de vie. Donc, c'est important de se trouver aussi peut-être des missions pour soi, finalement. Si on ne remplit pas les missions de vie des parents, c'est de trouver d'autres missions de vie, finalement. Aussi. D'où d'ailleurs beaucoup de personnes LGBT très militantes. Ça, c'est une autre mission qu'on se trouve parfois pour continuer à avancer, pour faire que notre existence ait du sens. Donc, c'est s'accepter soi-même aussi. S'accepter soi-même et nous accepter d'autres personnes comme qui nous ressemblent. Merci beaucoup, Tim. Est-ce que vous auriez une dernière phrase, par exemple, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui traversent peut-être ces genres de moments, de phases, ou qui se posent, par exemple, des questions par rapport à ce genre de sujet? Est-ce que vous aurez peut-être des phrases pour les encourager à aller demander de l'aide, à parler? Alors, pour des personnes qui sont LGBT, qui sont très isolées, on a la grande chance d'avoir Internet maintenant. On peut trouver des personnes, qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre. Il y a une manière de trouver des représentations, de trouver des images qui viennent nous confirmer qu'on n'est pas seul déjà. De savoir que ces personnes ne sont pas seules, c'est le plus important. Il y a quand même beaucoup de ressources finalement. Aujourd'hui, il y a ces podcasts, il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'associations qui accompagnent quand même dans ces situations-là. Peut-être pour les ressources aussi, je voulais citer le collectif Psy Noir. Le collectif Psy Noir, c'est un collectif de psy en France, en Île-de-France, beaucoup, mais il y a une plateforme, il y a une permanence d'écoute, qui est une fois par semaine, et c'est un numéro vert où c'est possible d'appeler pour être écouté et on aura une personne formée à l'écoute et qui tous formés aux questions LGBT aussi et pour des personnes noires encore plus. Donc voilà, c'est d'être écouté par des personnes qui nous ressemblent aussi. Ça peut euh, ça peut peut-être démystifier la notion de la psychologie. Effectivement, dans les communautés noires, c'est difficile d'aller consulter parce qu'on se dit qu'on va être discriminé à nouveau.
Donc, c'est important de se dire, il y a des psys qui sont noirs aussi et qui peut-être, qui auront un autre regard, peut-être une autre écoute plus spécifique de leur vécu. Vous avez envie de nous communiquer votre numéro vert pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Si vous l'avez là, sinon c'est pas, on peut le mettre en description. Le mettre peut-être en description, je peux vous l'envoyer. Je ne l'ai pas en tête. D'accord, très bien. L'envoyer par message. Ok. Vous avez dit le collectif Psy Noir, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce qu'il est valable aussi en Afrique? Oui, c'est un numéro qu'on peut appeler de n'importe où dans le monde. Parfait, super. En tout cas, maintenant, nos éditeurs savent, s'ils ont besoin, qu'il y a des instances qui sont là pour les écouter, pour les entendre, pour les soutenir. Et merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir pris de votre temps et de nous avoir partagé votre expertise, vos conseils. Et je pense que ça nous aide et que ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans le même cas ou qui en ont besoin, si jamais dans le futur, ça sert toujours. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour ça aujourd'hui. Merci à vous d'être là et de continuer à diffuser des expériences qui feront écho forcément. Merci. Merci beaucoup, Tima. Merci à Keila. Merci à Makomez. Salut. Bisous, bisous, bisous. Merci à vous. Merci à vous, vraiment. Merci aux éditeurs. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser vos questions sur le sujet ou simplement suivre nos projets, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, @lesombres_LGBTQ et Twitter, @omrelais. On répondra à tous vos messages. On se retrouve dans 2 semaines pour parler du prochain sujet sur le lesbianisme dans la communauté afro. Merci beaucoup de nous suivre aujourd'hui, d'avoir suivi nos épisodes précédents et celui-ci. Et pour les prochains, on vous remercie d'avance. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts, sur Spotify et partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on en aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, dites-le nous en commentaire ou bien sûr sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. On se retrouve à la prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup les hommes.